Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Comment ça va, Frédéric Brindel ? Quand j'entends ce bienvenue, j'aime tout de suite. Oui, bonsoir, Judith Belair, bonsoir ou bonjour, ça dépend. Très heureux de vous retrouver au cœur d'une actualité malheureusement en flammes. Oui, tout à fait. Mais vous le savez, par contre, ici, pas de langue de bois, pas de tabou. On parle vrai, les vraies voix de l'été sur Sud Radio. 2 heures de débat sans filtre tous les jours de 17h à 19h. Des invités, des citoyens, des coups de gueule, des idées, bref, la vraie vie, quoi. Et 2 grands rendez-vous de cette émission, Judith, qui sont ? Oui, notre grand débat à 17h30 depuis hier, vous le savez, lundi 7 juillet, plus de 2000 hectares de végétation sont partis en fumée près de Narbonne, dans l'Aude. À Marseille, le feu touche les quartiers nord, l'aéroport est fermé, la gare aussi. Plus de 1000 pompiers et 270 engins sont mobilisés, appuyés par des canadaires, des hélicoptères bombardiers d'eau. Des scènes apocalyptiques ont été rapportées par les habitants évacués en urgence face à l'avancée des flammes. Chaque année, c'est le même constat, des conditions atmosphériques défavorables, des moyens d'intervention insuffisants et des actes d'incivilité inacceptables. Nous vous interrogeons aussi sur le compte X de Sud Radio. Petite consultation, allez-y. Les feux de forêt sont-ils pour vous prioritairement la conséquence 1 du climat, 2 des incivilités? Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux tout au long de cette émission, notamment dans les arrière-pays de Marseille et de Narbonne. Et puis notre coup de projecteur à 18h40, une semaine après un passage sans encombre au Sénat. La proposition de loi sur l'agriculture portée par les sénateurs Laurent Duplon et Ménonville arrive ce mardi en discussion à l'Assemblée nationale, est arrivé d'ailleurs. Ce texte vise à lever certaines contraintes pesant sur les agriculteurs, notamment par des mesures de simplification administrative, la réintroduction d'un insecticide controversé. Malgré une opposition notable à gauche, une majorité semble se dessiner en faveur de ce projet. Quand l'Europe fonctionne allègrement aux pesticides, les agriculteurs français sont priés de s'en priver. Bilan de l'opération, la concurrence déloyale s'installe. La question qui vous est posée s'impose sur le compte X de Sud Radio. Loi Duplon, faut-il lever les contraintes environnementales sur les agriculteurs en France? Christophe Marange, le directeur général de la société Modèle qui conçoit Viti-Tunnel en Gironde, sera notre grand témoin. Et vous donnez votre avis au 0826 300 300 pour voter sur ces questions, intervenir aussi évidemment sur l'antenne de Sud Radio. Et puis nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Nathalie Lebas, qui est conseillère régionale des Hauts-de-France. Ça serait pas sa première, Judith? C'est la première. C'est sa première. Bienvenue. Bienvenue dans la vraie voix, on est content. Je suis ravie d'être parmi vous. Vous le direz à la fin, ça. Taisez-vous, voyez comment vous êtes. Parce que vous êtes face à un vieux de la vieille qui ne respecte même pas la présentation. On peut presque se dire que ça se la raconte un peu, parlons vrai. Notre Pierre-Yves Martin, consultant indépendant en entreprise. Vous avez un problème avec les entreprises, lui, il sait. C'est ça qui est énervant. Bonsoir, voilà. Pierre-Yves. Bonsoir. Je suis ravi maintenant qu'on parle. Ah d'accord, ok. Le monsieur te dit. Alors, chers amis, avant de continuer on va retrouver notre. Alors, on va faire un point dans un instant. On devait retrouver notre envoyé spécial, mais il n'est pas encore. On va disponible. faire un point à Marseille dans un instant. On est très vigilant de ce qui se passe. Mais avant, il est là. Voilà. Ça y est, notre reporter est là. C'est parti. Donc, vous l'avez compris, des feux de forêt violents paralysent Marseille et ses environs depuis ce matin 10h50. Le point sur place. Lionel Maillet, notre envoyé spécial. Bonjour Lionel. Quel est le point sur la situation? Énormément de services publics notamment sont hors de fonctionnement. Oui, situation très inquiétante et pour pas dire chaotique honnêtement, avec cet énorme panache de fumée dessous de la ville, de la fumée, des cendres, une odeur honnêtement qui prend à la gorge, qui pique les yeux. Le feu a atteint le nord de Marseille depuis 1 heure environ, il était 16h, notamment le quartier de l'Estac avec des milliers d'habitants qui sont invités à rester confinés par la préfecture. A priori vraiment pour l'instant on nous signale pas d'évacuation, mais il se préparait peut-être des gymnases qui sont en train d'être armés comme on dit. Impossible de savoir non plus s'il y a des habitations qui ont été touchées malgré les déclarations de certains élus marseillais qui parlent d'habitations en flammes. Ce qui est sûr en tout cas justement, c'est que cet incendie, les flammes ont parcouru plus de 350 hectares
ce matin. Beaucoup de moyens engagés, forcément, vous vous en doutez. 560 pompiers, 5 Canadair, des renforts qui sont venus, notamment des départements voisins du Var et des Alpes-Maritimes. Les conséquences de tout ça, évidemment, l'aéroport de Marseille est à l'arrêt, tous les avions cloués au sol depuis la mi-journée. Même situation à la gare Saint-Charles où plus aucun train ne part. De nombreux axes sont saturés, forcément, avec des gens qui rentrent en ce moment du travail ou qui fuient les quartiers nord et qui ont peur de cet incendie. Le feu, justement, il est parti ce matin un peu plus au nord de Marseille. C'est la commune des Pennes-Mirabeau qui est à quelques kilomètres. Et ça serait a priori une voiture en flammes sur le bord de l'autoroute qui a tout déclenché. Et pour l'instant, honnêtement, les nouvelles ne sont vraiment pas rassurantes puisqu'on nous dit que le Mistral ne va pas faiblir avant le milieu de soirée, 22h, 23h, pour finir par retomber demain matin. Lionel Maillet, vous êtes notre envoyé spécial à Marseille. Nous vous retrouvons tout à l'heure et régulièrement tout au long de cette émission pour cette situation chaotique, Judith. Merci Lionel. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler, passer un coup de gueule, passer un coup de cœur, ce que vous voulez. Nous retrouvons Gabin qui nous appelle d'Albi. Bonjour Gabin. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, avec plaisir Gabin. Bienvenue notre auditeur fil rouge. Hein. Ouais, c'est lui qui nous il va accompagne rester avec nous pendant toute l'émission. Jusqu'au jeu tout à l'heure. Voilà. Alors Gabin, vous avez envie de passer un coup de gueule, hein, pas un coup de cœur pour le coup. Vous voulez nous parler de la plaque commémorative de Naël à Nanterre. Oui, cette fois-ci, voilà, ça va être un petit coup de gueule parce que donc j'ai vu que il y avait une demande pour mettre une plaque commémorative pour Naël à Nanterre, une demande appuyée par le maire en plus. Raphaël Adam, en l'occurrence. Voilà. Ouais. Donc on rappelle quand même que c'est quand même une personne qui a été malheureusement tuée, mais qui était hors la loi. Ils ont essayé de l'arrêter 2 fois. Ils roulaient à 150 km/h dans une zone urbaine. Et demain, on dit on va glorifier un peu cette personne-là. Enfin, on va lui offrir de quoi les gens vont pouvoir voir ces plaques et se dire que c'est peut-être pas si grave, quoi. Bah, c'est un vrai sujet de réflexion en tout cas. Ouais. Ça c'est clair, Albin. Nathalie Lebas, qu'est-ce que vous en pensez? Glorification ou non de Naël en l'occurrence? Alors, très clairement, moi je pense que c'est pas forcément opportun de parler polémique et des enquêtes sont en cours. Il faudrait aussi savoir ce que la justice va aller au bout du bout et déclarer concernant ce sujet avant de mettre des plaques commémoratives. Par ailleurs, moi j'ai une pensée aussi par rapport à toutes les forces de police qui aujourd'hui ont des difficultés. On a régulièrement des policiers blessés. Est-ce qu'on va déposer pour eux une plaque commémorative à chaque fois qu'on aura le décès d'un policier en France? C'est une vraie question, Pierre-Yves Martin. Oui, je rejoins un peu vos propos. Je trouve que notre société marche sur la tête. Je comprends pas bien en fait. C'est un individu qui a tourné pendant plus d'une demi-heure en étant poursuivi par la police, qui a visiblement un passé peu glorieux, qui n'avait pas de permis de conduire ni d'assurance. Je vois pas ce qu'une plaque commémorative vient être légitimée dans cette affaire. Et j'ai quand même l'impression que alors il y a deux choses, hein, les vraies voix et vous les auditeurs, et puis Albin, c'est que il y a effectivement aussi un jeune mineur qui est décédé et il faut avoir cela en tête. Alors après c'est l'interprétation symbolique qu'on en fait. Et là vous venez de nous donner votre interprétation symbolique. D'autres y verront peut-être le symbole d'une société qui va mal, où les jeunes sont peut-être hors la loi, mais en arrivent à mourir. Donc, oui, mais de là à en faire une commémoration, on peut vraiment se poser la question aussi. Hein. D'où l'intérêt de la question. Excellent sujet proposé par Albin, notre auditeur. Encore un petit mot, Nathalie. Mon propos ne remet pas en cause le drame. C'est forcément un drame qu'un jeune soit décédé suite à une course-poursuite ou à une altercation avec la police. Mais pour autant, doit-on mettre une plaque? C'est une vraie question. Vraie question, très intéressante. Eh bien, vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, chères auditrices, et si c'est vous qui avez la parole du terrain, des idées, pas de langue de bois, on parle vrai sur Sud Radio. Dans un instant, c'est les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu, puis il y a l'arrivée du Tour de France, mais on ne sait pas trop quand, ça ne saurait tarder. Ils sont à une dizaine de kilomètres, on vous tient au courant. Ça arrive, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, chers amis. Tout de suite, c'est les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu.
Vos 3 mots, Félix Mathieu: incendie, hommage et enquête. Le feu des Pennes Mirabeau a gagné Marseille. 350 hectares partis en fumée. Des habitants appelés à se confiner dans des bâtiments en dur. Pour les uns, pour d'autres, à évacuer le massif forestier. Pendant ce temps, les pompiers continuent dans l'Aude à lutter contre les flammes attisées par le vent autour de Narbonne. À suivre aussi l'hommage des députés à Olivier Marleix. L'ancien président du groupe LR a mis fin à ses jours hier. Et puis cette nouvelle enquête qui vise le RN et ses alliés au Parlement européen. Les vraies voix Sud Radio. Feu de forêt à Marseille. Quittez le massif forestier immédiatement. Confinez-vous dans un bâtiment en dur. Fermez volets et portes. C'est le message reçu tout à l'heure sur les portables dans la deuxième ville de France, désormais atteinte par les flammes. Des flammes parties des Pennes Mirabeau. On était tout à l'heure avec Lionel Maillet. On va le retrouver plus tard dans ses vraies voix, peu après 18h. Autre méga feu dans l'Aude. Les pompiers luttent depuis hier soir autour de Narbonne. Le travail est compliqué par la météo, les températures qui montent, l'humidité qui baisse. Cet adjudant au SDIS de l'Aude, rencontré par Christine Bouillot, est arrivé sur place il y a 24 heures désormais. C'est beaucoup de travail au sol, beaucoup de travail de terrain qu'on a à faire aujourd'hui. Je trouve que le vent ne nous aide pas, donc dès qu'il y a des vents qui se lèvent, ça fait des sautes, ça repart et c'est très compliqué pour nous. On est arrivé hier en fin d'après-midi, c'est le coup de 5 heures. Non, depuis hier soir 5 heures qu'on est là. Les accès très difficiles, on a du mal à y accéder. Il y a des coins très compliqués à accéder. Là on a plus de travail au sol. Là, par exemple, par terre, on a plus de 150 à 200 mètres de tuyaux posés pour aller traiter les points chauds, donc c'est beaucoup de travail au sol. Et vous avez l'appui aérien qui arrive de temps en temps? Heureusement qu'on a ça, ouais. Heureusement qu'on les a avec nous. Des propos recueillis par Christine Bouillot pour Sud Radio sur cet incendie aux abords de Narbonne. Christine, qu'on va retrouver dans quelques minutes avec le grand débat des vraies voix consacré à ces incendies. Nous serons aussi avec le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Deuxième mot, hommage, avec l'émotion à l'Assemblée nationale en hommage à Olivier Marleix. Le député Les Républicains avait présidé son groupe LR de 2022 à 2024 avant de laisser cette fonction à Laurent Wauquiez. Olivier Marleix qui a mis fin à ses jours à son domicile en Eure-et-Loire. Les députés ont observé une minute de silence ce matin. Puis cet après-midi, le Premier ministre François Bayrou lui a rendu hommage, tout comme la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet ainsi que Laurent Wauquiez, donc président du groupe LR. On les écoute tous les trois. Aujourd'hui, son siège est vide. Il est parti et il laisse derrière lui, pour chacun d'entre nous, une infinie tristesse. Ce drame nous a rappelé aussi qu'il y a dans tout être humain des fragilités, même lorsque ces fragilités, ces failles sont celles d'hommes qui paraissent inflexibles. Nous sommes très nombreux ici à pouvoir attester de la force de caractère d'Olivier Marleix, de sa stature morale. Oui, il fut un opposant résolu, mais il fut toujours un opposant respectueux de nos institutions et des autres, exigeant et courtois, digne et élégant, mais aussi pinçant rire, et nous sommes beaucoup à avoir fait l'expérience de son humour tranchant, mais toujours pertinent. Laurent Wauquiez, François Bayrou et Yaël Braun-Pivet cet après-midi à l'Assemblée nationale pour cet hommage à Olivier Marleix. On va pouvoir en reparler tout à l'heure dans votre tour de table, Nathalie Lebas, bien sûr. On va reparler de cette affaire. Troisième mot, enquête. Le parquet européen lance des investigations sur le RN et ses alliés. Oui, le parquet européen qui ouvre une enquête sur le Rassemblement national et ses partis alliés d'autres pays, des partis de l'ex-groupe Identité et Démocratie. Ils sont suspectés d'avoir indûment dépensé plus de 4 300 000 euros entre 2019 et 2024. C'est l'accusation d'un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen. Jordan Bardella, de son côté, dénonce, je cite, une nouvelle opération de harcèlement de la part de l'administration du Parlement européen. Réaction, Nathalie Lebas. Alors, acharnement ou pas? Ou harcèlement, carrément. Alors, je ne vais pas commenter les faits de justice. En tant qu'élu, je m'en garderai bien. Pour autant, j'imagine que si une enquête est ouverte, c'est qu'il y a des faits. Victimisation, ça fait pas de mal, Pierre-Yves Martin, finalement, si c'est assez bien géré, vous qui êtes un spécialiste, un consultant, un communicant. Pourquoi victimisation? Parce que le RN va dire on s'en prend, vous avez entendu. Il dit une nouvelle opération de harcèlement, vu que ça vient évidemment après la condamnation de Marine Le Pen à de l'inéligibilité notamment. En fait, sur ces sujets-là, je crois qu'il y a peut-être un petit écart de conduite et de comportement entre le Parlement national et le Parlement européen. J'ai l'impression qu'au Parlement européen, il y a peut-être une plus grande rigueur dans le suivi et la poursuite
Et que c'est vrai que à l'époque où ça s'est arrivé, parce que c'est aussi arrivé aux équipes de François Bayrou il y a quelques années. Voilà, il y a un petit flou sur qu'est-ce qui est permis en fermant les yeux et qu'est-ce qui est moralement préjudiciable et condamnable. Je sais plus, ouais. Nathalie Lebas, un flou justement, un flou orchestré, on a envie de dire presque en fait. Alors, moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui les règles elles sont très claires. Elles l'ont pas toujours été. Ça, et pendant mais très plus strict, longtemps, pour l'Europe que pour la France, c'est ce que dit Pierre-Yves. Vous confirmez? Oui, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Ou peut-être que eux ont réglementé plus vite que la France ne l'a fait. Peut-être. On oublie presque aujourd'hui qu'effectivement François Bayrou et Marielle de Sarnez peu après 2017 avaient quitté le gouvernement, oui, pour le MoDem à cause d'une affaire similaire finalement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le RN. Bon, eh bien, on va passer à votre quatrième mot, en fait, qui n'est pas un mot, mais quand même un petit mot, sur cette visite d'État, Félix Mathieu, d'Emmanuel Macron en Angleterre. Oui, le couple Macron était accueilli en grande pompe, figurez-vous, par Charles III et par Camilla, son épouse, avec tapis rouge, visite en calèche, une première pour un dirigeant européen depuis le Brexit. Le président de la République va même s'exprimer devant le Parlement à Westminster. C'est un honneur plutôt rare pour un dirigeant étranger. On va passer d'ailleurs, un petit coup de fil à un spécialiste des relations franco-britanniques vers 18h10 pour savoir un peu ce qui se trame en coulisses. La dernière fois qu'un président de la République avait été reçu avec un décorum similaire, ça commence à remonter un peu, c'était en 2008, c'était Nicolas Sarkozy. Alors Nathalie Lebas, bonne nouvelle pour Emmanuel Macron ou pas? La question, à mon sens, elle n'est pas pour Emmanuel Macron ou pas, c'est pour la France. Et avant toute chose, on doit se réjouir de l'avancée des négociations et aussi de l'image de la France à l'international. D'accord. Rapprochement des deux pays. On a l'impression que depuis le Brexit, ça va de mieux en mieux avec nos amis britanniques, Pierre-Yves Martin. Pas depuis le Brexit, mais depuis Charles. Voilà. Non, moi je suis très enthousiaste de ce rapprochement entre les deux pays, effectivement. C'est vraiment un rapprochement entre les deux pays, même s'il y a des sujets un peu compliqués, que ce soit la question de la pêche ou d'autres sujets d'immigration, qui peuvent être encore des éléments qui viendraient empoisonner la quiétude de notre relation entre ces deux pays, mais je suis très content qu'il se passe cela et qu'il y ait une vraie dynamique positive enfin entre nos deux pays. Eh bien voilà de la bonne nouvelle. Allez, je crois qu'ils sont en train d'arriver, nos cyclistes du Tour de France. C'est parti. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Quatrième étape au programme, 174 km 200 aujourd'hui, départ d'Amiens, arrivé à Rouen avec un final qui incite à l'attaque et une échappée tout au long de l'étape. Gachignard, Martinez, les deux Français, Asgreen, Abrahamsen, les deux Scandinaves. Tout le monde s'est regroupé et Pascal Chanteur qui est sur place. Pascal, nous assistons à un final, on se croirait dans l'Alpe d'Huez, pourtant on n'est qu'à Rouen avec tous les grands favoris qui se sont extirpés du peloton. Bonjour Pascal. Oui, bonjour, bonjour à tous et tous. Gros travail de la UAE avec Narvaez, avec Almeida qui ont attaqué dans la rampe, la dernière rampe de l'étape. Et là, gros travail d'Almeida dans le final qui roule pour une arrivée au sprint. Attaque de Evenepoel. Attaque de Evenepoel à 1 km 800 qui est immédiatement prise en chasse par Almeida. Voilà, on rappelle le travail des UAE, bien sûr, pour Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui est là avec Vingegaard, les deux grands favoris. Mais vous venez de le dire, Evenepoel qui attaque. C'est à vous, Pascal. Oui, Almeida surveille. Il contrôle la course pour Pogačar qui a quand même l'intention de tenter sa chance pour la victoire d'étape. Mais nous avons Van der Poel qui est en 3e position, qui veille au grain, qui est dans la roue de Vingegaard et Pogačar dans la roue de Van der Poel. Van der Poel, le maillot jaune. On le rappelle, Van der Poel, le maillot jaune et retour du Français Kevin Vauquelin. C'est le seul pour l'instant dans le final qui peut jouer la victoire, Kevin Vauquelin. Exactement. Attaque de Visma Leasebach. Jorgensen. Voilà, Matteo Jorgensen, effectivement, l'américain. Oui, qui vient de prendre de 40 mètres d'avance. Mais nous sommes à moins de 1000 mètres de l'arrivée. L'arrivée à Rouen, donc. Un gros travail. Oui, 4e étape. Un gros travail. Et vous avez un faux plat de 500 mètres qui est une arrivée relativement difficile. Van der Poel qui se replace dans la roue de Almeida. Avec Pogačar dans la roue de Van der Poel. Pogačar a véritablement l'intention de gagner cette étape et Almeida fait un gros travail.
Il y a un autre Français peut-être, Grégoire. On aperçoit un maillot de l'équipe Groupama FDJ. Romain est à la peine en 6e position. Je pense pas qu'il soit en capacité de pouvoir l'emporter. Il est à la limite. Et les protagonistes comme Van Der Poel et Pogačar sont en 2e et 3e position. Vingegaard dans la roue de Pogačar. Et Jorgensen résiste ou pas? Non, attaque. Van Der Poel lance le sprint. Pogačar revient à son pédalier. Et il le passe. Pogačar va gagner l'étape. Pogačar est irrésistible. Van Der Poel 2e, 3e Vingegaard. C'est-à-dire que c'est le champion du monde qui s'impose devant le maillot jaune et devant l'ancien double vainqueur du Tour de France. C'est normal, il est irrésistible. Quelle étape, Pascal Chanteur. Effectivement, arrivé à Rouen, on va vous retrouver tout à l'heure à 18h20, Pascal Chanteur, donc pour revenir sur cette étape qui n'est pas loin d'être une des plus belles de ces dernières années dans le Tour de France en ce qui concerne les étapes de plat. Donc on confirme victoire de Tadej Pogačar devant le maillot jaune Mathieu Van Der Poel, Jonas Vingegaard, et le premier français et 4e, c'est Romain Grégoire. À tout à l'heure, Pascal Chanteur. Merci beaucoup. Et puis, Judith, oui. On a donné les rendez-vous. Ouais. Ne manquez pas, tout à l'heure, les vraies voix spéciales femmes. Vous savez qu'il y a le Tour de France féminin qui commencera tout de suite après. En plus, on adore. Eh bien, vous nous accueillerez, vous, Judith, dans les vraies voix spéciales femmes, entre 19 et 20h, un spécial accès aux soins et indépendance financière, des sujets forts et malheureusement encore plus que jamais d'actualité. Et oui, on en entend beaucoup parler. Et puis, dans un instant, c'est votre grand débat du jour. Vous le savez, il y a un violent incendie qui est attisé par des vents forts, qui a déjà ravagé plus de 2000 hectares de végétation près de Narbonne dans l'Aude. 1070 pompiers, 270 engins sont mobilisés. Les habitants sont évacués et ils parlent de scènes apocalyptiques, d'une chaleur suffocante. Et puis à Marseille, plus d'avions, plus de trains. Les quartiers nord sont touchés. C'est un peu la catastrophe. Les feux de forêt sont-ils pour vous prioritairement la conséquence du climat ou des incivilités? Beaucoup de questions sont posées. Allez-y, donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. On vous donne le résultat dans un instant. Et puis vous intervenez aussi au 0826 300 300. Allez, on parle vrai sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nos vraies voix ce soir, notre duo dans une actualité particulièrement exacerbée. Nathalie Lebas, conseillère en communication intervenante chez ISCOM, conseillère régionale des Hauts-de-France, est avec nous pour sa première et du coup c'est un beau baptême du feu, sans jeu de mots. Et Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, un habitué de l'émission qui est avec nous, Judith. Oui, et c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis hier, plus de 2000 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes près de Narbonne, dans l'Aude, sous l'effet de vents puissants qui attisent les foyers. 1070 sapeurs-pompiers, 270 véhicules sont à pied d'œuvre, soutenus par des canadaires et des hélicoptères bombardiers d'eau. Des témoignages bouleversants font état de scènes de chaos, alors que des familles entières ont dû être évacuées en urgence à Marseille. Gares et aéroports sont fermés et le feu est en train d'atteindre les quartiers nord. La question de notre débat, les feux de forêt sont-ils pour vous prioritairement la conséquence du climat ou des incivilités? Eh bien, vous dites à 98% les incivilités. Continuez de donner votre point de vue sur le compte X de Sud Radio, parce que la vraie question, on va discuter avec nos observateurs et nos spécialistes dans un instant, mais la vraie question, c'est à qui la faute et pourquoi tant de dégâts, Judith? Eh bien, c'est une question qu'on va parler à notre premier invité, Éric Brocardi, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonsoir Éric, bienvenue. Bonsoir. Et merci Bonsoir. de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes très pris. On sait que vous êtes un peu débordé, effectivement. Alors, ces feux de forêt, ils sont clairement la conséquence des incivilités et puis peut-être qu'ils sont aggravés finalement par le réchauffement climatique. Qu'en pensez-vous? C'est deux choses différentes. Vous avez effectivement, comme vous l'évoquiez, les conséquences du dérèglement climatique avec un niveau d'assèchement des sols particulièrement conséquent qui accélère forcément la propagation d'un incendie dès lors qu'il est clos sur une zone particulière et poussé par un fort vent. Vous allez me dire, mais des feux, ça a toujours existé. Oui, mais parfois pas d'autant d'ampleur et pas aussi vite en termes de vitesse de propagation. C'est parfois des mégawatts de puissance qui sont à l'intérieur du feu, ce qui prouve qu'aujourd'hui nous devons faire absolument attention sur toute source d'ignition. Et c'est là le deuxième sujet, c'est effectivement, comme vous l'évoquez, 90% des incendies sont dus à l'activité humaine. Sur ces 90%, 70% c'est dû à des actes de négligence.
et forcément 30% à des actes volontaires. Donc, incivilité ou non, le sujet, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, notre seul vecteur pour pouvoir permettre de régresser et de limiter la pression opérationnelle en matière incendiaire, c'est tout simplement de travailler très en profondeur sur le message de prévention, que ce soit directement au contact de la population, comme le fait actuellement la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France avec le ministère de l'écologie et la Confédération des buralistes, pour distribuer près de 500 000 cendriers de poche et en même temps donner des conseils ludo-éducatifs sur le mode opératoire ou les bons comportements à avoir en cas de vie à l'intérieur d'un massif forestier empreint de risque feu de forêt. Éric Brocardi, peut-être pour dissuader certains, si c'est encore possible, est-ce que vous, avec votre œil professionnel, vous les pompiers français, vous arrivez à savoir si c'est un acte de négligence, si c'est un acte volontaire? Est-ce que finalement les enquêtes arrivent toujours à accoucher des évidences? Bien sûr, les enquêtes montrent toujours que l'histoire racontant un feu, on arrive toujours à reconnaître l'origine du sinistre et clairement les auteurs du sinistre. Mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, des actes de négligence, vous pouvez en constater au quotidien. Quand des gens veulent simplement un mouchoir par la fenêtre dans la rue, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le lieu où ils sont. Quand aujourd'hui on jette des cigarettes par la fenêtre alors qu'ils ne sont pas du tout éteints, forcément c'est aussi un acte de négligence. Quand vous avez un barbecue à l'arrière de votre véhicule qui est encore avec des matières chaudes, forcément c'est un acte de négligence. Pour autant, aujourd'hui le sujet c'est de mieux faire comprendre et de mieux faire passer le message comme quoi toute source d'ignition peut provoquer des incendies majeurs. Et on a toujours l'impression de minimiser nos actes alors que derrière il y a de grandes conséquences. Éric Brocardi, juste faites-nous un point précis s'il vous plaît sur la situation actuelle dans l'Aude et à Marseille. Nous avons deux feux importants au niveau de l'Aude et au niveau de Marseille. Un au niveau de Marseille des Pennes Mirabeau qui s'est déclenché en milieu de journée et qui aujourd'hui est aux quelques encablures de la cité phocéenne. Donc il s'agit encore aujourd'hui en conjugué entre les moyens aériens, les moyens au sol militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille et de la sécurité civile en termes de moyens aériens plus les moyens civils que sont les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour permettre justement d'essayer de limiter la progression du sinistre. Le sujet de l'Aude est aussi un sujet très préoccupant parce qu'on est dans une zone véritablement escarpée. Près de 1000 sapeurs-pompiers sont déjà engagés, c'est près de 2000 hectares déjà parcourus, donc on est encore sur un grand moment de stratégie opérationnelle sur lequel on doit faire un arbitrage entre une zone à gauche qui est fortement déjà impactée par les incendies comme l'Aude et une zone à droite, notamment les Bouches-du-Rhône, où l'incendie est déjà très prégnant avec des risques de feu encore beaucoup plus importants avec un Mistral qui n'arrête pas de souffler. Merci beaucoup Éric Brocardi, on va vous laisser retourner sur l'action. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup pour votre témoignage d'aujourd'hui. Et on encourage évidemment toutes vos équipes avec notre soutien à tous les auditeurs de Sud Radio. Bien sûr. Alors justement, tiens, Nathalie Lebas, quand on sait qu'il y a un incendie qui se déclare toutes les 2 minutes en France et que ça touche plus d'une dizaine de milliers de Français par an, on peut se poser la question de l'incivilité quand même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens jettent... Alors ok, on jette un mégot par la fenêtre, déjà c'est pas bien, mais alors s'il est allumé en plus et qu'on est dans le midi avec les températures qu'on connaît, c'est quand même du foutage de tête. Alors un problème d'incivilité et d'éducation aussi, tout comme on le rappellera jamais assez. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on a aussi un élargissement des zones potentielles d'incendie. Et c'est aussi ça qui a changé avec le réchauffement, où aujourd'hui, moi j'ai pas envie d'opposer est-ce dû au réchauffement climatique ou est-ce dû à l'incivilité. Et plus que incivilité, j'ai envie de parler plutôt de manque d'éducation et manque de connaissances. Est-ce qu'à un moment donné, on a fait prendre conscience aux populations des dangers qu'ils font prendre aux autres et à eux-mêmes en agissant de la sorte? Combien de fois on a des personnes qui vont allumer un barbecue en se disant c'est l'été, c'est super, et ils oublient que les braises peuvent s'envoler et mettre le feu à la forêt ou aux herbages qui sont proches. Oui, parce qu'en plus on a vu l'histoire d'un monsieur qui avait jeté son Brasero carrément par la fenêtre non éteint. Hallucinant, c'est un des départs des 3 feux qu'il y a eu dans l'Aude, Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que ça vous évoque vous aussi? Je suis un petit peu étourdi quand j'entends ces histoires-là. Je ne sais pas s'il faut la lier à de la bêtise humaine ou à autre chose, je ne sais pas. Je voulais rebondir sur les propos du chef sapeur-pompier sur la prévention. Et c'est dommage qu'il ait
dû nous quitter parce que je voulais vraiment lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait imaginer de plus impactant que la prévention. Parce qu'on a l'impression que chaque année, c'est un peu la même histoire. Il y a ces incendies et qu'on est un petit peu impuissant parce qu'on manque de moyens, parce qu'on n'a pas bien planifié les choses, parce qu'on n'a pas bien anticipé. Donc oui, il y a un problème d'incivilité. Mais il y a aussi un sujet j'ai l'impression de non-anticipation. Et peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer. Ce que dit Nathalie, c'est-à-dire le problème d'éducation, à partir du moment où les gens ont l'habitude de jeter des papiers dans la rue, en fait, ils vont jeter leur mégot, puis ça va être voilà. Quoi. Alors, ce qu'on peut aussi rappeler, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été renforcé depuis 2022, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, notamment les plans de prévention des risques forêts, avec des obligations d'entretien des espaces verts. Faut rappeler que 3/4 des forêts en France sont privées. Donc c'est aussi une incidence pour les propriétaires privés d'entretenir, de débroussailler l'ensemble de ce qui pourrait prendre feu. Bien sûr. On retrouve Christine Bouillot, notre journaliste Sud Radio, qui est en direct depuis ces incendies dans l'Aude. Bonsoir Christine. Bonsoir à tous. Christine, Bonsoir. Vous allez faire le point évidemment avec nous. On s'installe, vous vivez au quotidien depuis maintenant plusieurs jours dans la région de Narbonne cette situation. Vous êtes où précisément ? Alors là, je viens de revenir au PC sécurité qui a été installé à l'entrée de Narbonne. C'est là que sont coordonnées toutes les forces des pompiers de l'Aude. Alors ils ont reçu le soutien évidemment de nombreux autres collègues qui arrivent de toute la France. Il y a des pompiers qui arrivent des Hauts-de-Seine, qui arrivent des Hauts-de-France, qui arrivent même de Roumanie. On a vu des brigades de pompiers tout à l'heure dans la forêt qui redescendaient et qui étaient effectivement d'origine de Roumanie. Au total, 1050 sapeurs-pompiers mobilisés depuis hier en fin d'après-midi pour tenter de venir à bout de ce sinistre qui a ravagé 2000 hectares. Mais il faut se rendre compte que depuis lundi dernier, c'est-à-dire une petite semaine, c'est près de 3000 hectares qui ont été brûlés sur le seul département de l'Aude. Dans ce triangle, je dirais, de Narbonne, ce parc régional, c'est là que se croisent les autoroutes, on va dire, qui viennent de l'Est de la France, de l'Espagne et qui partent vers l'Ouest. Et donc c'est un secteur extrêmement fragile, extrêmement vanté. Là encore ce soir, le Mistral. Alors c'est pas le Mistral, je dis. Tramontane, pardon. Non, le Mistral, c'est à Marseille, excusez-moi. Voilà, absolument. C'est pas un vent qui arrive du même endroit, c'est pas le vent qui souffle dans le même sens, mais c'est surtout un vent qui tourne. Et là, d'ailleurs, il y a un hélicoptère qui arrive. Donc voilà. Donc j'ai passé la journée avec les pompiers. On est allé sur site se rendre compte du travail qu'ils font, cette fois qui est du travail à pied, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils vont au plus près de ces reprises d'incendie, dans la garrigue, dans des zones très difficiles d'accès. Et quand c'est impossible d'accès, ils ont le soutien d'hélicoptères de combat qui viennent larguer du retardant pour essayer d'éviter ces reprises de feu, parce que partout, on voit effectivement encore ce nuage de fumée, ces reprises partielles, mais qui sont extrêmement dangereuses parce que ça peut sauter. Ça a traversé l'autoroute hier après-midi, hier soir. Donc ça peut effectivement, une flamme, une mèche, une allumette, comme on dit, peut passer 10 mètres et aller se poser ailleurs et enflammer un autre secteur. Donc le dispositif, nous a expliqué le préfet, va rester en place jusqu'à nouvel ordre. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Il ne progresse plus ou moins que ce que ça n'a été le cas hier. Mais hier, il est parti à toute vitesse en descendant en direction de la Méditerranée, stoppé par les étangs de Bages et de Perrières-et-Mer. Mais ce sont les flancs est, je dirais, et ouest qui inquiètent toujours ce soir les autorités ici dans l'Aude. Voilà, travail colossal des pompiers. Alors petite précision. On va juste pour faire un point précis. Peut-être, Christine, vous restez avec nous, parce que on profite de vous avoir. Je le rappelle, vous êtes en direct du PC Sécurité, de là où tout est finalement checké, vérifié par rapport à ces terribles incendies à Narbonne. Réaction sur ce que vous entendez, vous, les vraies voix. Déjà, Pierre-Yves Martin, on entend un renfort roumain, les moyens. Ouais, il y a une puissance organisationnelle qu'il faut imaginer en temps réel, et ça doit être extrêmement compliqué. Et du coup, moi, je voulais vous poser la question de savoir pendant ces 2-3 jours où vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, que ce soit en termes d'organisation, de moyens, d'implication, je sais pas, quel est l'élément qui vous a le plus surpris dans ce drame que vous observez au plus près?
Alors, je vais vous dire, des incendies dans le sud de la France, c'est très connu, on en a vécu beaucoup. Et donc, ce qui a changé, la doctrine a changé depuis 2022 et les incendies en Gironde, les énormes incendies gigantesques. C'est pas moi qui l'invente, c'est effectivement les pompiers qui ont fait un retour d'expérience, qui nous ont expliqué ça la semaine dernière, tout juste après le premier incendie provoqué par, on va dire, ce déplacement d'un brasero par un marchand ambulant, par un traiteur ambulant, un brasero qui était mal éteint et qui a provoqué un incendie. Les pompiers, avant de connaître l'origine du feu, pensaient qu'il y avait un incendiaire qui s'allumait à allumer des incendies, mais à ce moment-là, il faisait pas 35 degrés comme aujourd'hui, il faisait 45 degrés dehors, donc c'est parti aussi très fort. Et ce qui a changé depuis 2022, pour répondre à votre question, c'est que dorénavant, le plan incendie, il commence pas au 15 juillet, il a commencé le 1er juin. C'est-à-dire que toute l'année, les forces de sécurité d'incendie départementales, c'est de la compétence des départements. Il y aura un autre sujet polémique, à savoir, est-ce que ça doit être une compétence des départements ou est-ce que l'État doit venir aussi une compétence nationale, bien sûr. Nationale, régalienne, à savoir les incendies de forêt. Ce qui est très important, c'est ça qui a changé. Et donc, ils sont beaucoup plus préparés. Ils se préparent toute l'année. Ils se mettent en situation. Et quand on voit la logistique, imaginez, on est en l'Aude, le département voisin, l'Hérault, qui est aussi en alerte, a envoyé une colonne de 50 sapeurs-pompiers, y compris les pompiers du Var. Donc il y a une entraide entre les équipes qui est absolument importante. Et j'ajoute juste une chose, parce que sur cet incendie de l'Aude, on dit beaucoup de choses. Pour l'instant, l'histoire du mégot n'est absolument pas confirmée. J'étais à l'instant avec la cellule de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale qui cherche les éléments concrets. Pour l'instant, l'origine de ce sinistre reste inconnue. Certes, un mégot peut provoquer un incendie, mais je dirais qu'il y a tellement de choses sur une végétation qui souffre du réchauffement climatique ou qui étouffe littéralement. Ça peut être le passage d'un train. Mais Éric Brocardi nous a confirmé qu'il y aurait toujours une enquête et qu'au bout de l'enquête, on arrive toujours à savoir. Nathalie Lebas, on va justement vous parler d'éducation tout à l'heure. Il y a aussi les peines de prison qui sont assez fermes dorénavant. Ce monsieur avec le brasero, il risque quand même 3 à 5 ans de prison ferme. Et les peines en général peuvent aller jusqu'à 10 ans. Est-ce que le problème, c'est qu'elles sont pas assez appliquées? Comment ça se fait que les gens prennent pas conscience malgré ces peines qui sont quand même assez lourdes et fermes? Moi, je pense que tout simplement, on les a pas suffisamment sensibilisés et responsabilisés. Depuis des années, on voit une population déresponsabilisée qui se fait accompagner et qui n'a pas conscience. C'est un petit peu le même principe qu'on a eu il y a quelques années avec les accidents de la route, où on voyait des courses-poursuites sur l'autoroute de jeunes pour s'amuser et qui n'avaient absolument pas conscience des risques qu'ils encouraient pour eux-mêmes et pour les autres. Là, moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même chose avec les incendies. Donc quoi, faudrait communiquer plus dessus peut-être? Alors, je pense à la fois communiquer, sensibiliser, et puis apprendre aussi à chacun ce qui peut arriver et ce qui peut leur arriver s'ils ne respectent pas les règles. Réaction au standard. 0800 26 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez sur l'antenne de Sud Radio. On est toujours avec Gabin, notre auditeur fil rouge, qui nous appelle d'Albi. Gabin, vous êtes avec nous? Oui. Alors Gabin, qu'est-ce que ça vous fait comment vous avez envie de réagir à tout ce que vous entendez? Les incivilités, ça vous parle? A priori, oui. Pour moi, c'est les incivilités, parce que depuis le temps qu'on l'entend, la plupart du temps, on entend que c'est quelqu'un qui a jeté un mégot, un barbecue, ou X raison, cette fois-ci un brasero peut-être. Et c'est souvent couplé au réchauffement climatique, parce qu'effectivement, comme l'a dit votre intervenant pompier, tout est asséché, donc ça accentue, mais sans les incivilités, on en éviterait quand même une grande partie. Vous habitez Albi, c'est pas très loin de ces zones. C'est très boisé aussi. Votre environnement est encore un peu préservé de ce genre d'incident? Je connais très bien les zones de l'Hérault et de l'Aude parce que j'ai de la famille originaire de là-bas. Donc effectivement, là-bas, c'est souvent plus sec, alors que sur le côté albigeois, on a de la chance d'avoir encore de la verdure parce qu'on a un peu plus de pluie. Mais on reste sensible. Bah écoutez, on vous souhaite que ça reste comme ça. Merci Christine Bouillot. On rappelle que vous êtes notre journaliste Sud Radio et que vous étiez en direct depuis le PC Sécurité, depuis ces incendies dans l'Aude, pardonnez-moi, et la région de Narbonne. Allez, Sud Radio, la parole. Gabin reste avec nous. Ah bah Gabin, bien sûr qu'il reste avec nous. On va jouer après.
Alors Sud Radio, vous le savez, la parole vraie, c'est la vôtre et la voix du gagnant, peut-être aussi, c'est ce que j'allais dire. Alors si vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Et effectivement, Gabin, vous restez avec nous parce que dans pas longtemps, c'est le quiz musical de l'été concocté par moi. Alors ça, c'est plus difficile quand c'est vous. Hein. Ah oui, il y a quelques petites pépites. Enfin, moi, c'est assez vieillot aussi. C'est peut-être pas aussi difficile. Je sais pas. C'est pas moi qui l'aurais dit. Hein. Allez, je l'assume. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 17h50 sur Sud Radio. Nous sommes avec Nathalie Lebas, qui est conseillère régionale des Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, aussi. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors. Et qu'est-ce que c'est à cette heure-ci? On joue. Ah, ça fait plaisir à Fred. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Les petites règles. Alors, je rappelle, chers amis auditeurs qui étaient avec nous hier, j'ai dû adapter le règlement à la demande de Judith Belair. Et que puis-je refuser à Judith? Absolument rien. Notre auditeur est là, c'est Gabin d'Albi. Oui. Parce qu'il avait envie de vous appeler Gabi depuis tout à l'heure, je tiens à le dire. Non, mais je suis un passionné des jeux de mots, Gabin, et j'ai sorti la bêtise tout à l'heure en rédaction. Je disais, on aura Gabi d'Albin. Et évidemment, ça m'est ressorti. Ça le travaille. Donc Gabi. Gabin. Vous êtes prêts? Oui, c'est pour ça, Albin. Mais Alors, les règles. Les règles. D'un côté, Gabin. De l'autre côté, Nathalie. Et de l'autre côté, Pierre-Yves Martin. Chacun joue pour sa paroisse. Vous allez avoir 9 extraits. Au bout des 9 extraits, celui qui trouve le plus d'interprètes de chansons aura gagné. Et c'est le premier qui parle. Hein. Et c'est le premier qui répond. Contrairement à ce que je proposais hier, pour Judith, c'était pas assez rock'n'roll. C'était trop calme. Eh bien d'accord, je vous dis oui. Yeah. Premier extrait. Allez, c'est parti. Ah oui. Il l'a. Alors c'est qui? Gabin. Kavinsky. Et bravo. Bah voilà, mais il était facile, je vous l'ai dit, Fred. Non, mais Gabin, il est fort. Il n'y a pas Angèle, c'est pour ça. Je sais qu'il n'y a pas Angèle au départ. Super, Gabin, impressionnant. Il connaît la musique. Il risque d'être favori, quoi. On va le laisser dérouler. Hein. Non. C'est match. Allez, number 2. C'est hyper connu, c'est horrible. Bah, c'est hyper connu. C'est mignon comme chanson. C'est hyper connu. Vous l'avez ou pas, Gabin? Non, je suis désolé, je ne l'ai pas. Bon. Nathalie, vous l'avez pas? Glory Box? Ouais, mais deux. Il faut l'interprète, c'est le problème. C'est une blonde. Personne ne l'a. Je suis obligé de dire. Bah, elle a le titre de la chanson quand même. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un demi-point. Bah, le titre, un demi-point. Non, normalement. Faut lui donner parce qu'en plus c'est sa première. Ouais, allez, faut un point pour Nathalie. C'était Portiched, Nathalie. Ok. Voilà, évidemment. Gabin dit OK. Donc, Nathalie. Allez, là c'est plus facile. Hein. Allez-y. On y va. Ah, ça c'est ma jeunesse. C'est plus facile pour vous, ouais. Je l'ai. Allez-y. Phil Collins. Yes, Phil Collins. Ça c'est exceptionnel. Ça fait donc 2 pour Gabin, 1 pour Nathalie. 0 pour Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves, 0 sur 20. Pierre-Yves, il est l'heure. Allez, je continue avec l'accent anglais facile, parce que c'est facile maintenant. Si, vous n'allez pas me dire que vous connaissez pas. Si, je connais, mais. Alors, Pierre-Yves. Bah, enfin. Gabin. Nathalie. J'aurais dit les Eagles, mais je. Mais non. C'est pas Allez, le Hotel refrain. Ah non. Mais vous connaissez ne me dites pas que vous ne trouvez pas ça. Mais on ne sait plus. Mais enfin, c'est une évidence. Non? Les Rolling Stones. Vous avez perdu. C'est pour personne. Miss You des Rolling Stones. Quand même, il y a que dans cette émission où on ne répond pas Rolling Stone à un blind test avec une chanson de Rolling Stone. Vous avez vu, vous m'aviez dit que ça commençait dur, mais en fait, c'est pas si simple que ça dépend pour qui. Hein. Alors on reste à 2-1-0, ça continue. Alors celui-là, il est très reconnaissable aussi quand même. Oui, enfin, c'est pas la peine de. Allez, il faut mettre le refrain, Maxime, sinon ils vont pas trouver. You know, sometimes a man, qui réagit? a woman makes a mistake, but I want you to know I still love you.
c'est Sting. Mais bon sang. Gabin, vous dites qui? Sting. Non, bah non. Oh là là, ça manque de ref, hein, comme diraient les jeunes. Pierre-Yves, ce n'est pas Henri Salvador? Non. Non. Mais vous ne connaissez pas la voix du mec qui se déhanchait, qui a inventé la funk et tout, non? Ça vous dit rien? C'est James Brown. James Brown. 0 à James Brown. On continue, il reste. Ah là, ça va être compliqué, Pierre hein. Martin aussi. 4 extraits. 4 extraits. Allez, c'est parti. Je tiens à dire que le thème c'était amour nocturne, hein, quand même. Le refrain. Si on se tape toute l'intro. Mais moi je vais y aller de toute façon. Non, toujours pas non plus. Gabin, spécialiste. Il a joué à la clôture des Jeux Olympiques lui aussi. C'est qui? Céron. Céron, oui, merci, on donne le 3 points. 3-1. Est-ce qu'il peut encore être battu? Il peut encore être battu, en fait, par Nathalie et il peut être égalisé par Pierre-Yves. Il reste 3 extraits. Pierre-Yves, il n'est pas très concentré. Hein. Extrait suivant. C'est mon chanteur préféré. Si quelqu'un le trouve, celui-là. 100 balles, il a dit Maxime, si quelqu'un le trouve. On peut passer les intros à chaque fois parce que. Oui, on peut faire refrain direct, Max. J'ai vraiment pas les mêmes références que vous, je suis désolée. Je vous l'avais dit, Judith, c'est dur. Hein. Gabin. Je peux tenter Jamiroquai? Non, c'est c'était bien avant. C'est bien avant. Jamiroquai, il a copié des gens. C'est Curtis Mayfield, chers amis. Bon, ça, j'aurais pas trouvé ça. Désolé. Il reste 2 extraits. Alors, ceux-là, ils sont faciles. Hein. Si Nathalie Vraiment. trouve ces 2 extraits, elle légalise et Gabin ne gagnerait pas. Vous seriez 2 gagnants. Attention, Nathalie, on se Pierre-Yves, concentre. vous ne pouvez plus gagner. Non, vous pouvez je sais juste bien. éviter d'être un peu moins Ridicule. Merci, Jeannette. Allez, c'est extrait. parti. On m'a vu dans le Vercors, Oui, sauter c'est- à l'élastique, C'est belle. Voleur d'amphores au fond des criques. Alors, Oui, je l'ai. Gabin. J'ai fait l'amour à des murennes. Gabin a pitié de Pierre-Yves. Bah oui, tout le monde a pitié de moi. Nathalie. Je laisse Pierre-Yves Oui, mais laissez. répondre à Moi, cette question. J'arrive pas à le sortir. Bon, vous êtes des incultes, hein, pardon. Mais non, Alain mais- Bachung. Voilà. Allez. Hein, Et désolé de le le dire. hein, mais- dernier. Bon, et ça, le c'est dernier. facile aussi, ça. Le quand dernier. même. Bon, faut mettre le refrain direct, pareil, Max. On va gagner du temps. NTM. Ah, merci. Oui. Victoire de Gabin, 3 points. Nathalie, 2 Bon, points. moi, je joue plus avec vous. Hein. Et Pierre-Yves Martin, 0 points. Nul. Zéro Dans pointé. Je reviendrai. Dans un blind test où il y a les Rolling Stones, James Brown et Alain Bachung, vraiment Et félicitations. LTM, et Je LTM sais. aussi, quand même. LTM. Ah, LTM, on était tous Bravo jeunes. Gabin, merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci. Si vous voulez être Merci à vous auditeur, de fil m'avoir rouge. suivi. Merci Gabin. Si vous voulez être auditeur fil rouge, vous le savez, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. C'est le standard de Sud Radio. Nous avons la charmante Aude qui vous attend, n'est-ce pas? Sud Radio, l'info sans pause pour ne rien manquer. Bah, les infos, c'est dans un instant. À tout de suite. Le shaker. Bon. Pendant des heures, mais elle m'a pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre. Pendant des heures, mais elle... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix avec nous ce soir pour sa première. Nathalie Lebas alterne le bon dans l'analyse et le moins bon dans le blind test. 2 points quand même. 2 points quand même, certes. Voilà. Et puis Alors, Yves lui, Martin, il est nul, on a dit. Hein. Allez, vas-y. un peut y aller, habitué ça. qui est toujours très brillant, mais Toujours qui a été mauvais au blind test, a priori. Voilà, c'est vraiment la première des premières de. C'est nul là ce que j'ai fait. bon. En tout cas, vous êtes nos 2 vraies voix ce soir et nous nous en réjouissons. Et puis, dans les vraies voix de Sud Radio, on gagne des trucs. Hein. C'est le moment de jouer sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez gagner un pack. Pardon, Lexon. On gagne et on se paxe alors. J'ai fait la même bêtise hier. Avec des objets design et connectés, des bubble lamps, une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique. Elle est rechargeable et portable. Et puis des radios Tico, des enceintes Bluetooth minotées, compactes, puissantes et résistantes à l'eau. Parfait pour écouter Sud Radio d'ailleurs.
d'ailleurs. Puis le MacBank, c'est une batterie sans fil externe, compacte et magnétique qui est conçue pour allier performance et élégance. Alors je choisis le MacBank moi aujourd'hui. D'accord, mais alors on va te faire choisir le numéro à Nathalie Lebas qui fait sa première aujourd'hui. Le combienième numéro appel gagnant. Entre 1 et 1 million. Non, il n'y aura pas 1 million d'appels. Et 20 quoi. Ou le 10. cinquième. Le cinquième, c'est un bon ramsa sur vous. Allez, c'est parti. Comment vous avez dit là? Non, rien du tout. 5, le 5. C'est 5 sur toi, Frédéric Brindel. D'accord. Allez, on va partir en duplex, là on va m'en rigoler. Les vraies voix Sud Radio. Les feux de forêt violents paralysent Marseille et ses environs depuis ce matin à 10h50. Le point sur place avec Lionel Maillet, notre envoyé spécial. Oui, effectivement, Lionel, on va vous retrouver à Marseille simplement pour vous donner une information qui vient d'être révélée par le préfet de l'Hérault. Les sapeurs-pompiers de l'Hérault sont mobilisés sur un feu de pinette situé sur les communes de Castelnau-de-Guers et Montagnac. 10 hectares ont déjà brûlé. Plus la situation à Narbonne sur laquelle nous sommes revenus tout à l'heure avec Christine Bouillot, pardon. Et puis donc direction Marseille. Un nouveau point sur la situation. Lionel Maillet, vous nous rappeliez tout à l'heure que les trains, les avions notamment, étaient arrêtés. Alors, le feu est maîtrisé, Frédéric. C'est la préfecture des Bouches-du-Rhône qui vient de l'annoncer. Les flammes ne progressent plus, mais quand même 700 hectares sont partis en fumée. La situation est loin d'être réglée. 700 pompiers défendent toujours Marseille, dit le préfet des Bouches-du-Rhône, qui précise qu'il n'y a aucune victime. Une dizaine d'habitations auraient été touchées. La consigne est toujours la même et c'est le maître mot depuis cet après-midi. Restez chez vous, restez confinés, notamment dans les quartiers nord où les flammes ne sont pas loin, attisées par un vent très violent, un Mistral à 90 km/h. Le dispositif est conséquent. Je vous parlais de 700 pompiers. Il faut rajouter 5 bombardiers d'eau, 4 Canadair, 4 hélicoptères. 9 marins-pompiers ont d'ailleurs été légèrement blessés, intoxiqués par les fumées. Nous avons eu également la confirmation que le feu est bien parti d'une voiture en flammes sur le bord de l'autoroute. Ce matin, c'était sur la commune des Pennes-Mirabeau, à quelques kilomètres au nord de Marseille. Donc la gare est, vous l'avez dit, la gare Saint-Charles est toujours à l'arrêt. L'aéroport également avec tous les avions cloués au sol. Circulation, vous en doutez, très compliquée dans tout Marseille. Et la nuit, évidemment, s'annonce très longue pour les pompiers et les marins-pompiers mobilisés puisque le Mistral ne devrait pas faiblir avant 22-23 heures. Bon, Lionel Maillet, merci pour ce point précis. On reste évidemment en liaison avec vous et dès qu'il se passe quelque chose, vous intervenez. Je veux revenir sur le dernier événement aussi qu'on vient de vous annoncer avec ce communiqué du préfet de l'Hérault et ce feu qui s'est déclenché dans l'Hérault sur les communes de Castelnau-de-Guers et Montagnac. Attention, l'autoroute A9 dans les deux sens de circulation entre les sorties numéro 33-7 et les numéro 34 Agde. 7, vous avez compris, c'est la ville, et Agde, évidemment. Donc fermeture sur ce tronçon d'autoroute A9. Un contournement est mis en place par l'A75, Judith. Oui. 0826 300 300 si vous voulez réagir ou passer un coup de gueule ou un coup de cœur ou parler d'une actualité qui vous touche. Vous nous appelez évidemment, on file au répondeur. C'est Franck qui nous appelle de l'Hérault justement. Oui, bonjour, c'est Franck. J'habite dans l'Hérault, non loin du département de l'Aude, où a lieu actuellement cet incendie un peu gigantesque. C'était pour laisser un message, surtout par rapport à tout ce qui arrive, tous ces champs qui sont abandonnés, toutes ces vignes qui sont abandonnées, qui sont actuellement en friche entre l'autoroute et tout ce qui est Prat de Cesse et Périac. C'est normal que le feu saute l'autoroute et aille au plus vite dans toutes ces friches où les herbes sont sèches actuellement. Voilà. Il n'y a aucune culture, toutes les vignes ont été abandonnées et ou mis à l'arrachage pour toucher uniquement la prime. Voilà. Alors justement, ce probable jet de mégots, on va en parler, et puis de toutes ces histoires sur les incendies qui ont lieu, qui sont en cours dans l'Aude, pour réagir à Franck qui nous appelle de l'Hérault, c'est juste après une courte pause. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et évidemment, une émission un peu spéciale ce soir avec ces terribles feux de forêt qui se sont déclenchés. Nous reviendrons dans un instant sur la situation à Marseille, sur la situation dans l'Hérault avec, je vous le rappelle, la coupure de l'autoroute A9 entre les sorties 33 et 34 dans les deux sens. Situation aussi autour de Narbonne. Vous faites comme notre auditeur Franck qui nous a appelé juste avant. Vous n'hésitez pas pour nous parler de la situation au 0826 300 300, Judith. Et tout de suite, c'est l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Félix, le président Macron est reçu en grande pompe pour sa visite d'État en Angleterre. Tapis rouge, calèche et discours devant le Parlement de Westminster. Honneur rare pour un dirigeant étranger, et notamment pour un dirigeant européen depuis le Brexit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réception en grande pompe? On est avec un spécialiste du Royaume-Uni pour en parler. Bonsoir Maximilien Nagy. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Merci. N'est-ce pas, Maximilien? Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Journaliste franco-britannique, Maximilien Nagy. Que nouveau ce privilège, si j'ose dire, selon vous? Tout va bien entre la France et le Royaume-Uni quelques années après le Brexit? Tout ne va pas bien. Peut-être déjà, parlons des choses qui vont bien, puisque beaucoup de choses ne vont pas bien, notamment à Marseille, on l'a entendu. L'accueil est remarquable, très chaleureux. Et pourquoi? Parce que c'est la France. Et ça, c'est une chose qui restera. La relation franco-britannique est forte, même si, à mon sens, elle traverse aujourd'hui encore une période plutôt défavorable, à mon avis, au moins du point de vue de l'attitude de la diplomatie française à l'égard du Royaume-Uni depuis 2016. Et même si le discours d'Emmanuel Macron, qui a lieu en ce moment au Parlement de Westminster devant les deux chambres, donc la Chambre des communes et la Chambre des lords, est un discours enthousiaste pour l'avenir de la relation, qu'il y a la confirmation d'un nouveau projet de centrale nucléaire au Royaume-Uni, qui a été annoncé il y a à peine quelques heures, officiellement en tout cas. Bon, n'oublions pas que pour l'instant, si on écoute la diplomatie française, le sujet reste que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et que les attitudes demeurent que, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils ont fait un choix souverain, eh bien, au fond, ils sont différents de nous maintenant, et ils doivent être traités comme un membre extérieur. Et cette attitude un peu négative n'est pas très constructive, et malheureusement, elle continue de se faire voir dans plusieurs domaines, notamment les négociations sur l'accord de défense, par exemple. Vous parlez des sujets qui fâchent, allons-y. Il y a eu aussi un peu de difficultés. Alors, le dernier match de rugby entre ministres de l'Intérieur sur la question migratoire. Il y a eu des petits échanges d'amabilité aussi ces derniers mois ou années. Absolument. Alors, vous croyez que dans les mondanités, on va en parler un peu de ces sujets qui fâchent? Oui, un peu quand même. Maintenant, ils crèvent les bateaux, donc ça va, non? Pardon. Excusez-moi. Non, oui, c'était, oui. Ouais, c'est pas votre meilleur. Non. Bon, d'accord. Allez-y. Merci. Bon, donc Nour Retailleau et son homologue Yvette Cooper se sont retrouvés plusieurs fois depuis le mois de novembre pour parler de cette fameuse question de la traversée de la Manche, des migrants illégaux, donc qui sont des dizaines de milliers au minimum à vouloir traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre et le Royaume-Uni. Il y a des chances, mais on n'est pas sûr. C'est bien le problème d'annoncer des accords à l'avance, qu'il y ait un nouvel accord franco-britannique sur ce sujet jeudi où il y a le sommet franco-britannique, le deuxième sommet depuis 2023. Alors, en 2023, et c'est là où le bilan n'est pas très positif, à mon sens, de la part de la France, c'est que le gouvernement britannique s'est engagé à verser 490 millions de livres, donc on est aux alentours de 600 millions d'euros sur 3 années, et que les chiffres de traversée, cette année en particulier, ont connu une explosion. On est à plus de 21 000 aujourd'hui, on était à moins de 16 000 l'année dernière à la même période. Donc la question, évidemment, c'est: qu'a fait jusqu'à maintenant le ministère de l'Intérieur et le président, bien sûr, pour régler la question? L'argent n'a pas suffi. Maintenant, quel sera l'accord signé? On espère qu'il sera positif. L'idée de l'accord, en quelques mots, serait que un migrant renvoyé vers la France par le Royaume-Uni, un migrant qui a traversé illégalement la Manche, en retour, le Royaume-Uni s'engagerait à prendre un migrant qui souhaite se rendre vers le Royaume-Uni et qui a de la famille au Royaume-Uni. Voilà, donc on aurait un échange de migrants. Mais les pays de la Méditerranée sont déjà opposés à ce projet. Alors, Petite réaction courte de nos vraies voix, Maximilien. Oui. Alors, on entend dans ce que dit Maximilien que finalement, il y a une espèce d'équité entre cette histoire d'un migrant renvoyé pour un migrant envoyé. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Lebas? Alors moi, j'ai envie de dire que, d'autant plus que ça
Ça se passe notamment dans ma région, les Hauts-de-France. Mais au-delà des chiffres et des échanges, j'ai envie de rappeler aussi qu'on parle d'êtres humains quand même. On a trop souvent aujourd'hui des drames avec des personnes qui décèdent en essayant de traverser la Manche. Effectivement, nous, on a une problématique sur nos territoires avec ces personnes qui ne veulent pas rester en France, qui veulent rejoindre l'Angleterre. Donc, comment on le gère ? Est-ce que c'est juste de l'échange ? Moi, je pense que c'est un problème beaucoup plus complexe. Il faut voir où et pourquoi les personnes veulent aller en Angleterre. La plupart du temps, il ne faut pas se leurrer, c'est juste parce qu'ils fuient la misère dans leur pays et ils ont cet Eldorado qui, pour eux, est l'Angleterre. Certains parce qu'ils ont de la famille, des amis ou des exemples en tête. Très rapidement, Pierre-Yves Martin. Oui, moi, je voulais rebondir sur vos propos. Je vous trouve un peu sévère avec la France. Parce que sur le sujet de l'immigration, alors moi, les 600 millions d'euros, je les ai jamais vus. J'avais plutôt en tête 15 millions d'euros par an. Mais bon, c'est pas vraiment le même montant. Et je trouve que l'Angleterre, le Royaume-Uni, a fait preuve d'une bonne ingéniosité en mandatant la France et en signant un partenariat avec la France en disant c'est à la France de gérer ça et on va la payer X euros par an. Et je pense aussi que vous avez évoqué le sujet de la diplomatie, de la posture de la diplomatie française depuis 2016. C'est pas la France qui s'est engagée dans une démarche de Brexit et du point de vue de la France, ça a été quand même perçu comme une petite claque parce que nos deux pays sont extrêmement liés. Parce que même si on se chamaille beaucoup, on s'apprécie beaucoup et on sait ce que l'on doit à l'autre, notamment pour la France par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc j'aurais été plus rond et plus polissé sur ces aspects-là. Ainsi va le débat sur Sud Radio. Voilà, merci Maximilien Nagy. On rappelle que vous êtes journaliste franco-britannique. Merci beaucoup Félix Mathieu pour cette info en plus. Et puis tout de suite, on repart sur l'œil du Tour de France avec vous Frédéric et puis Pascal Chanteur. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Quelle étape aujourd'hui, la 4e. Ils partent d'Amiens, ils arrivent à Rouen après 174 km. Et que se passe-t-il ? On retrouve les grands favoris du Tour de France. Pascal Chanteur, victoire, c'est sa 100e de sa carrière. Tadej Pogačar, le Slovène, devant le maillot jaune, Mathieu Van Der Poel, et devant son adversaire principal, Jonas Vingegaard. C'était un final si difficile que ça. Rouen, ce n'est pas l'Alpe d'Huez quand même, Pascal Chanteur. Mais écoutez, la rampe de Saint-Hilaire a joué tout son rôle, des pentes à plus de 10%, il a attaqué à 5 km de l'arrivée, et donc à partir de là, ils se sont retrouvés tous les deux, Vingegaard et Pogačar. Vingegaard a tardé un petit peu à prendre le relais, et Pogačar tenait absolument à marquer de son arrivée en terre antilloise. Et donc, il a réussi à dompter son principal adversaire, Van Der Poel, qui était en maillot jaune et qui est toujours en maillot jaune ce soir. Oui, vous parliez de terre anctilloise en hommage, évidemment, à Jacques Anquetil, quintuple vainqueur du Tour de France. Juste une petite précision, demain, c'est le grand contre-la-montre, 33 km autour de la ville de Caen. C'est déjà un rendez-vous crucial, Pascal Chanteur ? Ah oui, c'est très important, même si les favoris se sont déjà démasqués. Mais demain, 33 km, on va voir un Evenepoel qui va être le grand favori. Mais je pense que Pogačar ne sera pas très loin. Vingegaard, je pense, va faire un beau contre-la-montre. Et puis Van Der Poel, ne l'oublions pas, il va partir avec le maillot jaune en dernière position et il va vendre très cher sa peau. Merci Pascal, évidemment. Merci. On va suivre ça demain, Judith. Bien sûr, évidemment Pascal, on vous retrouve demain. Allez, vous le savez ici, votre voix a du poids. On parle de tous les sujets sur Sud Radio parce qu'on parle vrai, même quand ça dérange. Alors vous restez avec nous dans un instant, c'est le tour de table des vraies voix. Bon, et vous savez que dans la foulée, il y aura les vraies voix spéciales femmes avec une certaine Judith Belair. Bon, c'est pas vrai, je fais ça. Je l'adore, cette animatrice, vraiment, elle est géniale. Tout à l'heure, donc, entre 19h et 20h, Judith, vous parlerez, vous consacrez un spécial accès aux soins et indépendance financière pour les femmes, donc des sujets forts et malheureusement encore plus que d'actualité que jamais. Un peu trop d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes avec Nathalie Lebas, qui est conseillère en communication et conseillère régionale des Hauts-de-France. Bonjour.
Bonjour. À chaque fois, vous allez nous dire bonjour. C'est son spécial. Bonjour ou bonsoir. Il n'y aura plus besoin de vous présenter parce qu'à chaque fois que le Vraie Voix dira bonjour, on dira c'est Nathalie Lebas. Ben oui, je connais. Et alors, le spécialiste en musique. Qu'est-ce que je vous ai fait, Frédéric Brandel? Pierre-Yves Martin, vous savez, vous auriez pu je trouver vous adore. Un titre quand même. Vous auriez pu trouver un titre. Oui, vous auriez pu m'aider aussi. Oui, non. Alors, vous êtes consultant indépendant spécialiste dans le monde des entreprises. Mais pas en musique. Et vous êtes un incontournable des vraies voix. Voilà. Allez, l'actualité vue par nos vraies voix, c'est maintenant. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Alors Nathalie Lebas, vous voulez nous parler de la santé mentale et surtout de l'accès aux soins suite au suicide de votre collègue, Olivier Marleix. Alors effectivement, suite à cette terrible disparition, en fait, ça nous rappelle aussi un vrai problème en France, la santé mentale des Français. Aujourd'hui, on a 41% des Français qui déclarent eux-mêmes souffrir de problèmes de santé mentale. Donc c'est véritablement un problème de santé publique majeur. 13 millions de Français prennent des psychotropes. C'est la première cause de mortalité des 15-35 ans. Véritablement, en fait, moi, ça m'interpelle. Et aujourd'hui, face à ce décès, ça nous rappelle tous ces autres décès, mais aussi toutes ces personnes en souffrance. Et j'ai envie de dire, la Sécu ne fait pas rien, le système français ne fait pas rien. Aujourd'hui, c'est 23 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par la Sécurité sociale pour prendre en charge ces personnes qui ont des difficultés. Face à ce problème de santé publique, on a le gouvernement qui a créé une grande cause nationale 2025 santé mentale des Français. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a toujours une problématique, notamment face à la stigmatisation, avec 70% des Français qui avouent avoir des préjugés et des problématiques face au fait d'assumer avoir des problèmes de santé mentale dus aux stéréotypes. Et ça nous crée des problématiques de prévention. Mais au-delà de ça, moi j'ai envie de vous dire aussi que c'est un problème qui est plus large. Parce qu'aujourd'hui, en fonction de là où vous habitez en France, vous n'avez pas les mêmes chances d'avoir accès aux soins. Quand vous êtes sur un territoire comme le mien, dans l'Oise, où on a une désertification médicale, on est même en pénurie de médecins traitants, alors trouver un psychiatre, un neuropsychiatre pour être accompagné. Et très régulièrement, moi, je rencontre des parents qui aujourd'hui me disent mon enfant a des troubles 10, mon enfant a été diagnostiqué TDAH à l'école. On nous dit d'aller voir des professionnels de santé. Et aujourd'hui, ils sont face à un véritable problème parce qu'il faut plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous. Alors, pour en revenir un petit peu à Olivier Marleix, on vous entend bien sûr, Nathalie Lebas. Je rappelle que c'était un député LR de Eure-et-Loir et qu'il est décédé à l'âge de 54 ans ce lundi 7 juillet. Alors, la piste du suicide est privilégiée, même s'il y a encore une enquête ouverte pour déterminer les causes de sa mort. On a par exemple Sandrine Rousseau qui a dit que beaucoup de députés vont mal. Est-ce que vous pouvez justement réaxer un petit peu sur la santé mentale des députés et peut-être que vous pouvez témoigner de pourquoi c'est pas simple. Alors, les élus, plus généralement. Oui, des élus. Oui, je ne suis pas députée, mais effectivement, de manière générale, le métier d'élu, entre guillemets, même si certains considèrent que c'est pas un métier, est véritablement violent. On le sait qu'en politique, il y a des attaques, les gens attendent aussi beaucoup de nous. Et pour certains, c'est beaucoup de poids sur les épaules à assumer. Et en fonction des problématiques personnelles, pour certains, ça peut être plus compliqué que pour d'autres. Aujourd'hui, comment on est accompagné, mais c'est vrai aussi dans des tas de métiers avec des personnes qui se retrouvent sur des problèmes à risque avec une violence qui est de plus en plus prégnante dans notre société. Pierre-Yves Martin, qu'est-ce que ça vous inspire ? Sur le premier point évoqué sur la santé, la place de la santé mentale en France, c'est vrai que avec le Covid, il y a eu une prise de conscience de ce fléau-là. Et que effectivement ça nécessite des moyens durables qui n'existent pas forcément. Oui, il y a le sujet de désert médical, mais il n'y a pas seulement ça, j'ai l'impression. Il y a aussi l'acceptation, un enjeu de faire accepter ce sujet par l'ensemble de l'opinion publique. Et j'ai l'impression qu'il y a
une espèce de tabou autour de ce sujet-là qu'il faudrait peut-être essayer de bousculer. Et la difficulté sur le sujet de la santé mentale, alors pour les élus et pour Monsieur Marlex, je me garderais bien de faire un commentaire parce que je ne connais pas les raisons apparemment de ce suicide, mais il y a quand même un sujet de vision à long terme et mettre en place une politique de santé mentale, ça implique d'avoir une vision à long terme. Et en ce moment, rien n'est possible sur du long terme, puisqu'on est complètement saccadé par une pression budgétaire, et que nos politiques n'ont pas tous, certains oui, mais n'ont pas tous cette animation de la vision long terme, d'une vision stratégique de ce que doit être la santé en 2030, en 2050, en 2050. Voilà pour le tour de table donc de Nathalie Lebas, et évidemment on a une pensée pour Olivier Marlex et pour sa famille. Bien sûr. Alors on va retrouver tout de suite en duplex. Non, maintenant c'est le tour de table de Pierre-Yves Martin. On se trompe sur le conducteur. Non, justement, c'est juste qu'il faut aller vite parce qu'on doit te faire tout tenir pour ça. Votre sujet, Pierre-Yves Martin, c'est l'emploi à domicile sous la pression à Bercy. Exactement, sous la pression de Bercy. En fait, 20 ans après la loi Borloo, certains commencent à exprimer de possibles remises en cause de ce dispositif. En tout cas, remettre en cause la pérennité de ce dispositif que Jean-Louis Borloo avait imaginé il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, c'était une réelle innovation, d'abord parce que ça concernait l'emploi à domicile et que rien n'existait, puisque grosso modo tout se faisait au travail au noir. Cela a permis de créer des entreprises conséquentes, des groupes se sont construits et consolidés. Cela surtout a permis de proposer des activités professionnelles à temps partiel à un ensemble de la population française. Et puis ça a permis aussi de contribuer à cet enjeu de valorisation sociale pour tous. Et puis financièrement, certains critiquent ce dispositif, mais en termes financiers, les dépenses sur ce dispositif, c'est 6,7 milliards d'euros versus des recettes qui sont à 8,9 milliards. Donc on est dans un dispositif qui est bénéficiaire. Et donc du coup, mon point de vue, mon souhait, c'était de partager une attention par rapport à cette capacité française de vouloir avoir cette vision court terme et d'imaginer d'interrompre des dispositifs qui marchent, qui sont sur du long terme, et que ça concerne quand même une unité sociale, le sujet de l'emploi qui est quand même un sujet central dans nos sociétés, et qu'il faut peut-être faire attention à ne pas être tenté de vouloir escamoter des dispositifs comme cela pour essayer de grappiller quelques millions, centaines de millions ou quelques milliards comme ça. Merci Pierre-Yves Martin. Nathalie Lebas, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors moi je pense que le vrai problème en France, et ça a été relevé par Pierre-Yves Martin, en fait, c'est l'instabilité des décisions. Comment aujourd'hui vous décidez d'investir, mais qu'on soit particulier ou professionnel, comment vous décidez d'aller investir, comment vous allez décider de vous projeter si tous les 6 mois ou tous les 5 ans, on vous change les règles du jeu. À un moment donné, c'est pas possible de se projeter et d'avoir envie de construire, et de bâtir et de faire de nouvelles choses dans notre pays. Bah c'est sûr. Alors là du coup on va vraiment partir en duplex, rejoindre Christine Bouillot qui est journaliste Sud Radio et qui est en direct depuis ces incendies dans l'Aude. Christine, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait, Judith. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Excusez-moi, je parle, mais juste donc déjà un point important. Préfet de l'Hérault, les sapeurs-pompiers de l'Hérault sont mobilisés sur un feu de pinette situé sur les communes de Castelnau-de-Guers, Montagnac. 10 hectares sont déjà brûlés et information importante du préfet de l'Hérault. Donc fermeture dans les deux sens de l'autoroute A9 entre les sorties 33, la ville de Sète, et les sorties 34, la ville de Agde. Donc contournement, si vous êtes concerné, qui est mis en place par l'A75. On fait le point, on rappelle que vous êtes sur le secteur de l'Aude, vous, Christine Bouillot, autour de Narbonne. Oui, effectivement, dans Narbonne, au PC Sécurité, là où les équipes commencent à revenir tranquillement, quelques-unes dans tous les cas, puisque le gros des équipes se trouve actuellement sur ce qu'on appelle ces redéparts de feu. Ces fins de journée sont extrêmement redoutées par les sapeurs-pompiers. Pour ceux qui connaissent la Méditerranée, on sait très bien que le vent repart, se relève, l'humidité va continuer à baisser encore,
Et c'est ces départs de feu, ce vent tournant qui pose problème aux sapeurs-pompiers et qui peuvent réactiver un brasier, une mèche et faire repartir un feu qui a déjà détruit 2000 hectares de végétation, endommagé des maisons, un ranch. Il y a eu une dizaine de blessés, certes légers, mais des pompiers incommodés, un petit garçon également qui a été légèrement incommodé. Donc voilà, c'est un visage de désolation que cette région aujourd'hui offre ce début d'été. C'est une situation à risque que l'on connaît d'habitude plutôt aux alentours du 15 août, du 20 août. Et là, on n'est que le 7 ou 8 juillet et déjà 3000 hectares depuis la semaine dernière sont partis en fumée dans cette région de l'Aude. Est-ce qu'on a une idée, Christine Bouillot, des villes des secteurs qui sont plus particulièrement touchés et pour lesquels, on va dire, un retour à la normale risque d'être beaucoup plus long? Alors ce soir, ce que je peux vous dire, c'est que 2 quartiers sont encore confinés. Autour de Narbonne, toutes les villes qui avaient été évacuées, notamment les villes de Bages, ce très joli village, je vous invite à venir visiter, qui est en bord des étangs avec une vue sur la Méditerranée, c'est imprenable. Les habitants de la ville de Bages ont pu regagner leur domicile. Même chose pour les habitants de Périac-de-Mer. La totalité des quartiers, ou quasi-totalité des quartiers de Narbonne, qui avaient dû être soit évacués, soit confinés, il n'en reste plus que 2 pour lesquels les habitants sont invités pour l'instant à devoir encore patienter avant de regagner leur domicile, mais les axes routiers principaux qui avaient été fermés pour permettre la circulation des forces de secours, là aussi se réouvrent. Alors je ne dirais pas que c'est une situation qui s'apaise, parce que évidemment quand on a 1000 pompiers sur le terrain, ça n'est pas une situation d'apaisement, et le préfet nous l'a bien dit, le dispositif va rester tel quel jusqu'à nouvel ordre. Le feu ce soir n'est toujours pas annoncé comme maîtrisé. Il progresse certes moins vite, mais tout le monde redoute ce redépart de feu. Cette végétation, elle est, c'est de la paille. Voilà, partout, c'est sec. Ça fait des semaines qu'il n'a pas plu. Il a fait extrêmement chaud, près de 3 semaines de canicule. Donc autant vous dire que ici, la moindre étincelle est un véritable danger pour la population. Merci Christine. Merci beaucoup Christine Bouillot. Merci Christine Bouillot. Je rappelle que vous êtes journaliste Sud Radio en direct depuis ces incendies dans l'Aude. Dans un instant, c'est votre coup de projecteur. Après son adoption au Sénat, la proposition de loi sur l'agriculture portée par les sénateurs Duplon et Menonville est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Simplification des démarches administratives des agriculteurs, ou notamment la réintroduction d'ailleurs d'un insecticide controversé. Malgré une forte pression à gauche, une majorité semble se former en faveur de la loi. On ne peut pas dire qu'ils jouent à armes égales, nos agriculteurs français, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Eux ont plus de contraintes. Aussi, dans le cadre de cette loi Duplon, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Faut-il lever les contraintes environnementales sur les agriculteurs? On vous donnera le résultat de la consultation dans un instant. Christophe Marange, le directeur général de l'association Modèle qui conçoit Viti-Tunnel, basé en Gironde, nous donnera son point de vue d'expert. Oui, tout à fait. D'ailleurs, une petite question. Bonjour, Christophe Marange, vous êtes avec nous. Une question à réponse rapide. Baisser les normes environnementales pour les agriculteurs, est-ce que c'est nécessaire, en sachant qu'on est dans une période d'explosion des phénomènes météorologiques liés au réchauffement climatique? Réponse courte et efficace, j'en suis sûr que vous allez le faire. Réponse courte et efficace, je vais à l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut amener des solutions aux agriculteurs, que ce soit pour les conditions de réchauffement climatique, mais aussi la diminution de la pharmacopée, donc les produits qu'on leur met à disposition. Bien sûr. Voilà, il faut leur amener des solutions, et des solutions qui soient réfléchies et viables. Merci Christophe Marange, vous restez avec nous, et vous, chers auditeurs, chères auditrices de Sud Radio, vous donnez votre avis au 0826 300 300. Aude vous attend, et nous on vous retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes avec nos vraies voix du jour, Nathalie Lebac, qui est conseillère en communication et conseillère régionale des Hauts-de-France. Et puis Pierre-Yves Martin, un habitué des vraies voix, consultant indépendant, spécialiste dans le monde de l'entreprise. C'est parti pour le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Une semaine après avoir franchi sans encombre l'étape du Sénat, la proposition de loi relative à l'agriculture portée par les sénateurs Laurent Duplon et Menonville est soumise à l'examen ce mardi à l'Assemblée nationale. Ce texte qui vise à alléger les contraintes administratives pesant sur les agriculteurs, mais aussi, parmi les dispositions les plus controversées, la réintroduction d'un insecticide à impact environnemental. Et puis, malgré une opposition marquée au sein de cette gauche, une majorité se dessine en faveur de cette réforme. Le texte controversé qui vise à lever les contraintes des agriculteurs est passé par une commission mixte paritaire, tout d'abord, qui a permis l'écriture d'un compromis entre députés et sénateurs. Il a déjà été adopté au Sénat mercredi. Donc, la question, comme vous l'a dit Judith, c'est maintenant chez les députés. Nous vous posons, vous, les auditeurs de Sud Radio, la question sur le compte X. Faut-il lever les contraintes environnementales sur les agriculteurs? Vous répondez oui à 83% avec un sacré capital sympathie pour nos agriculteurs français. Et pour en parler, nous sommes avec Christophe Marange, qui est directeur général de la société Modèle, qui conçoit Vititunnel basé au Allian, dans la Gironde. Une solution pour protéger les vignes sans pesticides. Alors parlez-nous-en justement, Christophe, puisque là, on n'en entend pas beaucoup des solutions en ce moment. Eh bien, écoutez, c'est une solution qui est dans l'air du temps. Malheureusement, aujourd'hui, on a de vraies problématiques au niveau des agriculteurs et de la viticulture sur les pertes de récolte dues aux aléas climatiques, comme le gel, la grêle, mais aussi les pertes de récolte dues aux maladies, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le milieu est à l'origine de pertes de récolte substantielles chez nos viticulteurs. Et nous avons décidé de développer la solution Vititunnel, qui permet de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Donc une protection contre le gel, la grêle, mais aussi une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on est capable, sous les dispositifs Vititunnel, de conduire une vigne sans aucune utilisation de cuivre ou de produits de synthèse, donc vers une agriculture, une viticulture beaucoup plus propre. Est-ce que c'est valable ? Ça veut dire que c'est possible, Judith, oui, déjà c'est un point. C'est valable pour toutes les agricultures aussi. Est-ce que ça marche aussi sur le reste ? Alors, malheureusement, ça marche pas. Surtout, on n'est pas la solution miracle. Aujourd'hui, cela marche sur les maladies qui sont pluviodépendantes, mais on a aussi des intérêts sur d'autres cultures, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons sur les petits fruits rouges, la culture des petits fruits rouges. Donc là, sur une approche beaucoup plus tournée vers le résultat, la protection du fruit par lui-même, mais pas forcément sur une réduction des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, toutes les utilisations des produits qui sont utilisés en agriculture le sont pour sécuriser les rendements et sécuriser surtout le chiffre d'affaires de nos agriculteurs qui, sans ça, n'existeraient plus aujourd'hui. Alors n'hésitez pas surtout à réagir au 0826 300 300 pour nous donner votre point de vue. Ce qu'il faut dire, et revenons à l'actualité, il y a cette colère qui est toujours très présente de la part des agriculteurs. Vous, nos vraies voix, à savoir Nathalie Lebas et puis Pierre-Yves Martin, est-ce que finalement vous vous dites comme il y a une colère, il faut mieux calmer tout le monde et que c'est avant tout de la diplomatie politique? Oui ou non, Nathalie Lebas? Pour moi, c'est avant tout une question de justice. On ne peut pas imposer à nos agriculteurs des règles différentes de nos voisins européens. Aujourd'hui, nos voisins européens ont la capacité d'utiliser ces produits jusqu'en 2033. Alors, j'entends qu'il faut prendre des précautions pour la santé publique des uns et des autres, mais aujourd'hui, on a aussi la possibilité de manger bio pour ceux qui le souhaitent. Et pourquoi tout le monde ne mange pas bio ? Aussi pour des raisons économiques. Et la question de l'agriculture avec des rendements, c'est aussi la question de donner à manger à tout le monde. Pierre-Yves Martin, compréhension de cette colère des agriculteurs. C'est vrai que l'Union européenne ne nous aide pas dans cette histoire. Non, et c'est une vraie question qui est posée à notre pays, à notre peuple et à notre souveraineté alimentaire. C'est est-ce qu'on fait le choix de donner la priorité aux agriculteurs parce que sinon, comme le rappelait Nathalie, il y a un sujet de concurrence avec les autres pays européens où les agriculteurs français ne peuvent pas s'aligner, et donc du coup il y a un vrai enjeu économique. Donc est-ce qu'on donne la priorité aux agriculteurs ou est-ce qu'on donne la priorité à l'enjeu environnemental? Et donc du coup c'est aussi un choix, c'est aussi une question de choix de société et de modèle qu'on veut privilégier. Mais ce choix-là, cette investigation-là, elle doit être faite par tous,
dans un climat apaisé. Or, le sujet de tension avec l'agriculture, c'est toujours des moments de grande tension parce que les agriculteurs ils sont à bout et voilà, et ça se manifeste par des heures à travailler pour pas grand chose. Voilà, et ça se manifeste par des expressions X, Y, Z, par des manifestations, et c'est pas dans le cadre d'une manifestation qu'on peut avoir un discours apaisé. Ce qui serait extrêmement bien, c'est de pouvoir organiser des rencontres et des échanges hors manifestation, avec une feuille de route claire et nette, un choix qui est défini, etc. Ce qui avait été fait en début 2025, en février 2025, il y avait des mesures qui avaient été prises et qui ont finalement été remises en cause par le Conseil constitutionnel en mars 2025. Et donc du coup tout ça déboussole les uns et les autres, et donc du coup il faudrait encore une fois donner une feuille de route stable et faire un choix de société sur ce qu'on veut en priorité. Christophe Marange, Greenpeace a appelé dans un communiqué à voter contre ce texte toxique pour la santé publique et l'environnement. La question qu'on pourquoi est-ce qu'on doit avoir à choisir entre notre santé et le droit de tous avoir à manger, et comment ça se fait que des solutions telles que vous finalement prennent pas le pas à un moment donné, peut-être parce que c'est pas adaptable partout. En fait, on ne devrait pas avoir à se poser la question. On ne devrait pas avoir à choisir entre l'environnement et se nourrir. Ouais. Malheureusement, on est confronté à des réalités. Pourquoi des solutions telles que nous n'émergent pas plus vite? Tout simplement, je pense que déjà, on est dans un système qui est assez conservateur, et surtout... il faut démocratiser des solutions qui amènent des résultats qui sont totalement différents de ce qu'on voit aujourd'hui, avec des systèmes de culture qui sont basés très souvent sur le rendement. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se positionne sur quelque chose qui va accompagner les agriculteurs tout en les nourrissant eux aussi. Il faut se nourrir nous, mais il ne faut pas perdre les agriculteurs sur le bord de la route. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Christophe Marange. Je rappelle que vous êtes directeur général de la société Modèle, qui conçoit Vititunel, qui est basée au Haillan en Gironde. Et d'ailleurs, je recommande à tous les viticulteurs d'utiliser votre solution qui est 100% éco-responsable. Merci beaucoup. Et puis qu'est-ce qui se passe là? Il y a un gagnant, c'est ça Frédéric? C'était le 5e, on l'a rappelé, le 5e à appeler. On rappelle ce qu'on gagne, Julie. Oui, ouais. Alors justement, c'est un pack Lexon avec des objets design et connectés. Je l'ai bien descendu cette fois-ci. Des bubble lamps, une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique, des radios Tico, des enceintes Bluetooth minotées compactes pour écouter Sud Radio évidemment, puis le MacBank, c'est une batterie sans fil externe, compacte et magnétique. Et notre gagnant est une gagnante. Oh, elle a osé, comme à l'ancien temps. Céline. Le pack Lexon pour Céline. Vous êtes avec nous, Céline? Oui, je suis avec vous. Alors Céline, est-ce que vous êtes contente déjà? Je suis très contente. Vous habitez dans le Gard, c'est ça? Où exactement? À Salendra. Et est-ce que vous êtes une auditrice, je vais y arriver, fidèle? Oui, une auditrice fidèle, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de votre bubble lamp dont rêve Frédéric Brindel dans le studio? Oui, parce que je voulais l'ambiance avec la lampe, moi. Vous allez la mettre... Je vais m'en servir. Voilà, vous allez pouvoir tamiser tout ça. Allez, on vous remercie. Merci Céline. Merci Céline, merci. Merci à nos vraies voix du jour, qu'on rappelle. Nathalie Lebas, qui est conseillère en communication et conseillère régionale de Hauts-de-France. Merci d'être venue partager avec nous aujourd'hui. Et bravo pour votre première. Merci. Au top, Nathalie. Et puis Pierre-Yves Martin, l'inénarrable consultant indépendant qui est très mauvais en blind test. On finira l'émission là-dessus. Mais le reste, il était très bien. Allez, place aux incontournables maintenant. Les incontournables de l'argent avec Thomas Binet. Ouais. Et puis tout de suite après, on vous retrouve Julie. Les vraies voix spéciales femmes, tout à fait. On va parler accès aux soins et puis indépendance financière, évidemment. À tout de suite. Thomas